Hey, ça va vous? Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé d'histoires glauques et horribles. C'est faux. Et vous le savez, mon petit péché mignon, c'est les jolies histoires qui se cachent derrière la série American Horror Story. Alors entre exploitation humaine, tueurs en série et faits divers morbides, on va passer ensemble un délicieux moment. Cette vidéo est en collaboration avec la chaîne YouTube Les Étranges Histoires. Sur sa chaîne, vous pouvez trouver différents contenus, allant du true crime aux cas paranormaux et mystérieux. Si vous aimez les contenus aux thématiques sombres et énigmatiques, vous trouverez votre bonheur sur sa chaîne grâce à son contenu varié et qualitatif, et je le remercie pour sa participation. Et sans plus attendre, si on vous parlait des histoires qui se cachent derrière la saison 4 d'American Horror Story Freak Show, ça vous intéresse? L'intrigue de cette quatrième saison de American Horror Story se déroule en 1952, dans la ville de Jupiter, en Floride. L'histoire suit les membres du dernier cirque de monstres ambulants des États-Unis, dirigé par Elsa Mars. Le cirque se bat pour sa survie dans une société qui les considère comme des phénomènes monstrueux. Nous suivons le quotidien de ces artistes, au physique atypique, et pour un peu de contexte, on doit parler des freak shows. Les freak shows étaient une forme de divertissement qui a prospéré aux États-Unis et en Europe, au XIXe siècle. Les freak shows montraient des personnes présentant des caractéristiques physiques ou des talents uniques, tels que des personnes atteintes de maladies génétiques rares, des personnes de petite taille, ou des personnes dotées de talents physiques étonnants. Au Moyen-Âge, en Europe, les premiers spectacles de monstres connus ont été présentés par des nomades. Ils réalisaient des représentations de personnes aux caractéristiques physiques inhabituelles, comme des jumeaux siamois. Ces représentations étaient considérées comme des curiosités et étaient souvent associées à des foires et des expositions. Au XIXe siècle, les freak shows ont commencé à devenir plus organisés et commerciaux. Les propriétaires des freak shows se rendaient dans les villages et villes pour recruter des personnes présentant des caractéristiques physiques très particulières, et souvent les payant pour rejoindre leur troupe. Il faut dire qu'au Moyen-Âge, dans une société où ils étaient massivement rejetés à cause de leur difformité, et où trouver un travail convenable leur était pratiquement impossible, faire partie d'un groupe de freak shows était le moyen de gagner de l'argent facilement. Les freak shows étaient souvent présentés dans des cirques ou des bâtiments spécialement conçus pour leurs spectacles. Les personnes présentées dans les freak shows étaient souvent perçues comme des phénomènes de la nature et des curiosités scientifiques. Les propriétaires des freak shows utilisaient souvent des termes médicaux pour décrire leurs caractéristiques physiques, quitte à faire de l'exagération afin de les rendre plus impressionnants aux yeux du public. Les freak shows étaient extrêmement populaires au XIXe siècle aux États-Unis, et de nombreux propriétaires de freak shows ont fait fortune en présentant des spectacles itinérants. Cependant, au cours des années 1900, les attitudes envers ces freak shows ont un peu changé. Les gens ont commencé à considérer ces spectacles exploiteurs et inhumains, qui exhibaient des personnes comme des animaux du zoo. Des lois et des droits ont aussi été adoptés envers les personnes handicapées, ce qui a rendu plus difficile les propriétaires de freak shows à recruter des nouvelles personnes. Ces spectacles ont finalement commencé à disparaître au cours des années 20 et 30, bien que certains propriétaires de freak shows aient continué à présenter des spectacles jusque dans les années 50. Les personnes qui ont participé à ces spectacles étaient souvent marginalisées et ostracisées par la société en raison de leur difformité physique. Ostracisées? Ça veut dire que t'aimes les huîtres? Les propriétaires des freak shows les exploitaient souvent financièrement en leur versant des salaires très bas. Et ils n'étaient pas toujours traités avec respect et dignité. Les personnes présentées dans les freak shows étaient souvent séparées de leur famille et de leur communauté. Et ainsi dire, elles n'avaient pas d'autre option que de continuer à réaliser leurs représentations inlassablement. Néanmoins, certains ont quand même réussi à surmonter les obstacles et sont arrivés à construire par la suite une vie bien plus satisfaisante. Certaines personnes ont réussi à utiliser leur participation au freak show comme un tremplin pour une carrière artistique ou une vie professionnelle, tandis que d'autres ont choisi de se retirer de la vie publique. Ces freak shows ont donc mis en lumière certaines personnalités, devenues des célébrités, et certaines d'entre eux ont donc été représentées dans la série. On peut citer Annie Jones, la femme à barbe, ayant inspiré le personnage de Ethel Darling. Dès son plus jeune âge,
Annie est exposée dans des foires. Moi aussi j'ai de la barbe et j'en fais pas une histoire. L'un des premiers à avoir profité de la particularité de la jeune fille est le célèbre Phineas Barnum, l'inventeur du cirque moderne, ayant grandement profité de la fascination autour des frics afin d'en faire un business lucratif. Considéré comme l'inventeur du business de masse, l'un des premiers à avoir utilisé massivement la publicité pour attirer le public. C'est cet homme qui a très librement inspiré le personnage principal du film The Greatest Showman, interprété par Hugh Jackman. Annie Jones donc grandit dans cet environnement et au fil du temps va devenir la porte-parole de ces gens appelés freaks. Un terme que l'on peut traduire par monstre. Elle va d'ailleurs s'opposer à ce terme qu'elle considérait comme dégradant à la dignité humaine. Elle va continuer ce combat jusqu'à sa mort en 1902. Bien d'autres freaks ayant réellement existé sont représentés dans la série, comme Coco the Bird Girl ou encore Daisy et Violet Hilton, qui ont d'ailleurs joué au cinéma dans un film en 1932 appelé Freaks, la monstrueuse parade, le film le plus connu représentant l'univers du freak show. Cependant, un des artistes de freak show les plus connus s'est fait connaître par la scène, mais également avec un fait divers sordide. Dans la série, il a inspiré le personnage de Jimmy Darling, un jeune homme atteint de difformité au doigt, le fils de Ethel Darling, la femme à barbe. Un personnage que l'on apprend à apprécier. Néanmoins, son homologue dans la vraie vie a une personnalité bien différente. Gary Steele Jr., également connu sous le nom de Lobster Boy, garçon homard, était une personne atteinte d'une maladie génétique rare appelée ectrodactylie. Et cette particularité lui donnait des mains et des pieds en forme de pinces d'homard. Il était né dans une famille de freaks qui ont été présentés dans des cirques et des expositions à travers les États-Unis pendant des décennies. Malgré sa maladie, Styles était capable d'effectuer des tâches du quotidien malgré ses mains en pinces de homard. Il savait jouer de la guitare et fumer des cigarettes avec. Il savait aussi faire ça avec son pouce. Il a également fait des apparitions dans des shows à travers les États-Unis. Cependant, il était aussi connu pour sa criminalité et sa violence. En effet, il est alcoolique, et cela affecte son comportement, notamment envers sa famille. Car oui, Grady était marié avec une femme nommée Maria, et avait 2 filles, dont l'une d'elles souffrait comme lui d'ectrodactylie. Son comportement extrêmement violent envers sa famille pousse sa femme à demander le divorce. Grady se remarie et a un nouvel enfant, qui souffre de la même maladie que son père. Mais Grady Jr. finira par revenir vers son ancienne femme, Maria. Les années passent et l'une de ses filles rencontre un homme qu'elle souhaite épouser. Cependant, Steele refuse catégoriquement. Néanmoins, les préparatifs de mariage ont quand même eu lieu. Mais foudrage, Gary Steele Jr. convie son futur gendre chez lui et l'accueille avec un fusil à la main. Et sans que le jeune homme n'ait le temps de réagir, le Lobster Boy lui tire dessus, le tuant sur le coup. Gary est incarcéré en 1979, cependant il sera très vite relâché, car la prison ne possède pas l'équipement nécessaire pour accueillir un prisonnier avec un tel handicap, auquel il faut rajouter une cirrhose due à sa consommation excessive d'alcool. Steele Jr. retourne donc chez lui avec 15 ans de probation. Et si on pourrait penser que cette condamnation lui serve de leçon, mais en réalité pas du tout, puisqu'il n'a aucun remords et reprend sa vie comme si de rien n'était. Toujours aussi violent envers sa femme, il lui inflige des sévices brutaux et sexuels, jusqu'au moment où sa compagne, Maria, excédée et terrorisée par sa brutalité, atteint le point de non-retour. Avec son fils, elle organise un macabre plan afin d'éliminer définitivement Grady. Ils réunissent une somme d'argent qu'ils vont proposer à leur jeune voisin Christopher, alors âgé de 17 ans. L'adolescent accepte et se rend chez le Lobster Boy. Alors qu'il est en train de regarder la télévision, le jeune homme l'abat de 2 balles en pleine tête. C'est ainsi que se termine l'histoire de celui qui a inspiré le personnage de Jimmy Darling. Le personnage le plus marquant de la série est sans aucun doute celui de Twisty le clown, un sanguinaire tueur en série abordant un costume de clown. Il hante la ville de Jupiter, assassinant cruellement ses habitants et en gardant certains captifs. Aussi surréaliste qu'il puisse paraître, le personnage de Twisty le clown a bien été inspiré par un véritable personnage. Un tueur appréciant porter des costumes de clown, John Wayne Gacy. John Wayne Gacy Jr.
est né le 17 mars 1942 à Chicago dans l'Illinois. Il a grandi dans une famille dysfonctionnelle, avec un père violent et alcoolique qu'il battait régulièrement et qui l'humiliait. Il aurait également subi des abus de la part de proches de la famille. Le temps passe et Gacy va trouver un premier emploi dans un salon funéraire. Et là-bas, il va découvrir des pulsions qu'il n'avait pas soupçonnées auparavant, car il sera surpris en train d'effectuer des attouchements sur un des corps, et sera viré peu de temps après. Il va par la suite reprendre des études et être diplômé d'école de commerce, et commence son activité de manager dans différentes enseignes, et deviendra notamment le manager de plusieurs KFC. Le poulet c'est trop bon. Le baril du jambon. Le poulet c'est trop bon. Le poulet c'est trop bon. Gacy va abuser de son statut de manager, car certains de ses employés vont porter plainte contre lui pour attouchement et abus sexuels. Et Gacy sera condamné à plusieurs mois de prison. Lors de ce passage en prison, il sera diagnostiqué avec un trouble de la personnalité antisociale. Il sera caractérisé par un manque de remords et d'empathie envers les autres, ainsi qu'une tendance à transgresser les règles sociales. Après sa libération, il déménage à Chicago et crée une entreprise de construction appelée PDM Contractor. Il profitera de son statut de chef d'entreprise pour continuer à commettre des agressions sexuelles sur plusieurs de ses employés. Très investi dans la communauté de Chicago, c'est durant cette période que John va s'inventer son personnage de Pogo le clown. Ainsi déguisé, John rend visite aux enfants des hôpitaux afin de leur redonner le sourire. Mais ce personnage va devenir une vraie obsession pour lui, si bien que même quand il organisait des fêtes chez lui, c'est en Pogo le clown qu'il recevait ses invités. John Gacy aimait se sentir important et être le centre d'attention, quitte à mentir et à exagérer la réalité. Ce personnage qu'il avait du mal à quitter lui donnait l'image d'un homme bon et impliqué dans sa communauté. Cependant, en parallèle de tout cela, il a commencé à enlever, abuser et tuer des jeunes hommes et garçons qui l'attiraient chez lui sous prétexte de les embaucher pour faire des travaux. Il utilisait également des méthodes de manipulation pour gagner la confiance de ses victimes et de leurs familles. Il attachait ses victimes et les torturait, avant de les achever par asphyxie. Les corps étaient ensuite conservés quelque temps afin qu'ils puissent laisser libre cours à ses pulsions, les mêmes qu'il avait ressenties au salon funéraire. Il a enterré la plupart des corps de ses victimes sous sa maison et dans un terrain adjacent, et a utilisé des méthodes pour dissimuler les odeurs et les preuves de ses crimes. Il a continué à commettre des meurtres pendant plusieurs années, tout en menant une vie sociale active et en bénévolat en tant que clown pour des organisations caritatives et des événements pour enfants, ce qui lui a permis de cacher son vrai visage. C'est vrai que les clowns, c'est hyper rassurant. Cependant, en 1978, la police enquête sur la disparition d'un adolescent de 15 ans. La dernière personne que le jeune homme a côtoyée n'est ni plus ni moins que John Wayne Gacy. Ainsi, les investigations les conduisent à la découverte des corps enterrés sous le plancher de la maison de Gacy. Et arrêté et jugé pour ses crimes, il est reconnu coupable de 33 meurtres et est condamné à mort pour 12 d'entre eux. Durant ces différents transferts entre les pénitenciers, Gacy est temporairement enfermé dans la prison de Joliet. Si celle-ci vous dit quelque chose, c'est normal. C'est la prison qui a servi de décor à la série Prison Break. Certaines scènes ont même été tournées dans l'ancienne cellule de John Wayne Gacy. Ouais, je profite de mes vidéos pour parler de mes séries préférées. Promis, la prochaine fois, ce sera Louis la Brocante. Il fait appel de sa condamnation à plusieurs reprises, mais ses appels sont rejetés. Il est finalement mort par injection létale le 10 mai 1994. Son histoire a largement été couverte par les médias et a été adaptée en plusieurs films et documentaires ainsi qu'en livres. Il est considéré comme l'un des tueurs en série les plus célèbres des États-Unis et sa légende continue à fasciner et effrayer les gens des décennies après sa mort. Twisty le clown, aussi terrifiant qu'il soit, a bien fasciné un des personnages de la série. Le très agaçant Dandy Mott, un très riche fils à maman ayant une morale douteuse. Un homme fasciné par la mort que l'on voit accoster un jeune homme dans un bar gay, qu'il finit par assassiner et découper en morceaux. C'est précisément ce qu'un véritable tueur en série a commis dans la vraie vie. Dans les années 70, période similaire aux agissements de Gacy, laissez-moi vous présenter Patrick Kearney. Patrick Kearney est un tueur en série américain
qui a opéré dans les années 70 et 80, surnommé le Trashbag Killer, le tueur au sac poubelle, car il semait les restes de ses victimes contenus dans des sacs poubelles le long des autoroutes californiennes. Il est né en 1939 et a une enfance semble toute normale. Mais le premier point marquant est quand son père lui apprend à tuer des cochons. Il prend plaisir et ça va même devenir une quasi-obsession allant jusqu'à les étriper et à se rouler dans leurs intestins. Arrivé à l'âge adulte, il intègre l'armée où il va faire une rencontre déterminante, celle de David Hill dont il va tomber amoureux et réciproquement, alors que pourtant David est en couple et marié avec une femme. Néanmoins, la passion est si intense entre les deux hommes que David quitte sa femme pour s'installer avec Patrick. Cependant, les deux hommes ne vivaient pas leur bonheur, ils étaient constamment en conflit et Patrick Kearney faisait de nombreuses balades afin de fuir son quotidien. Et c'est lors de l'une de ces balades qu'il va prendre un autostoppeur en voiture. Et pris d'une pulsion, il va lui tirer une balle en pleine tête, de la même manière dont il procédait quand il était enfant avec les porcs. Néanmoins, il ne va pas s'arrêter là puisqu'il va être pris d'une autre pulsion et va abuser du corps de sa victime. Et à partir de ce moment-là, les crimes vont devenir une véritable addiction pour lui. Il va recommencer quelque temps plus tard en tuant un ami de David, abusant de son corps et l'éventrant. Ces pulsions, il arrive quand même plutôt bien à les réprimer. Elles refont surface lorsqu'il se fâche avec David. Mais voilà, au cours des années 70, David met un terme à sa relation avec Patrick. Ce qui va le bouleverser et d'autant plus réveiller ses instincts meurtriers. Vont alors commencer des années sanglantes, où il va s'en prendre à des autostoppeurs, des SDF, ou à des hommes qu'il rencontre dans des bars gays. Afin de se débarrasser des corps, il va les découper, les mettre dans des sacs poubelles, et les jeter le long de l'autoroute reliant Los Angeles à la frontière mexicaine. Ça va vous ? La dernière victime de Kearney est un jeune homme ayant fait la connaissance de David à la salle de sport. L'homme lui a donné son adresse et le garçon est arrivé au domicile. Sauf que c'était Patrick qui était présent ce jour-là. Il va alors tirer une balle dans la tête du jeune homme et effectuer ses horreurs habituelles avant de se débarrasser de la dépouille qui sera retrouvée quelques jours plus tard. Seulement des témoins ont vu les victimes entrer chez le couple. Ils seront alors interpellés. David sera blanchi, mais Patrick Kearney, lui, va avouer avoir commis 28 meurtres au total. Il sera condamné à la prison à vie le 21 décembre 1977. En raison de son nombre élevé de victimes et de sa méthode brutale de tuer, Kearney est considéré comme l'un des criminels les plus violents des États-Unis. Il n'a jamais exprimé de remords et a déclaré qu'il aurait continué à tuer s'il n'avait pas été arrêté. Il a été reconnu coupable de 28 meurtres, même s'il est possible qu'il en ait commis beaucoup plus. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Merci à la chaîne Les Étranges Histoires d'avoir participé à la vidéo. Je vous invite à aller voir ses vidéos et à vous abonner à sa chaîne. Il n'est pas impossible de me voir y apparaître. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et comme d'habitude, un commentaire, un like et un abonnement, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao.